piégé. Pratiquement dans tous les matchs, dans ces quarts de finale. Ça s'est passé comme ça. Pourquoi cette surprise? Pourquoi cette organisation qui exige que c'est lui qui doit gagner laisse plutôt à l'autre de le dominer? Oui, mais c'est ça là aussi la réalité du football, parce que quand on regarde le match Cameroun-Sénégal, les gens pensaient directement que le Sénégal sur papier était favori, c'est vrai, était favori. On regarde de la performance du Sénégal dans la phase des groupes, on regarde de la performance du Sénégal lors de la phase éliminatoire, mais contre le Cameroun qu'on attendait moins parce que c'est une équipe en reconstitution. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cartes qui ont été mis de côté par Hugo Bross, et regardez, le Cameroun est parvenu à titiller le Sénégal et à l'éliminer. C'était une grosse surprise. Personne ne pouvait parier à ça. Et quand on regarde sur le terrain, c'est vrai que le Sénégal avait des armes. Le Sénégal avait des armes. Le Sénégal avait des arguments pour battre le Cameroun, mais l'organisation mise en place par Hugo Bross, l'organisation et la jeunesse de cette équipe du Cameroun a fait que le Sénégal soit éliminé. Et aujourd'hui, je crois que les gens vont comprendre qu'il ne suffit pas de dire que telle équipe est favorite, tel pays peut gagner directement, mais il faut regarder dans la dynamique du jeu, de regarder aujourd'hui l'engagement, et surtout, il y a un facteur, le fait de parler du Cameroun, ça suppose que c'est une grande nation du football, quelle que soit la forme actuelle, mais dans les derbys, le Cameroun a été toujours fort. On l'a vu contre l'Algérie. Oui. C'était un match difficile en Algérie, mais les Camerounais se sont repris. Et la même chose pour le Burkina, qui nous a sorti un grand match. Ouais, d'ailleurs, tout à l'heure, avec Esaïe Kitoub, on va suivre les résumés de certains matchs de ces quarts de finale, mais on parle maintenant de la République démocratique du Congo. Ce pays a tant fait rêver les gens. La population a même cru qu'on devait rentrer qu'après les 5, après avoir pris les titres. Mais on est sorti par un Ghana, on va dire, chanceux. Oui, mais d'abord, pour montrer que la population attendait réellement la RDC, il suffisait qu'il y ait une folle rumeur sur le net et que tout le monde s'affole, tout le monde... que tout le monde pense directement que c'était vrai, c'était la victoire, et les gens commençaient à jubiler alors que c'était faux. Mais le plus important, c'est qu'il y a un espoir. On peut espérer avoir de bons résultats lors des prochaines compétitions. Mais quand on regarde maintenant le match de quart de finale, je crois que nous avions le match à main. On avait le match à main. La première période, on a cessé de le dire, on a dominé les Ghana. Pas en termes de possession de balle, mais en termes d'occasions ratées. C'est nous qui avions eu beaucoup d'occasions. Malheureusement, nos attaquants n'étaient pas adroits. Par deux fois, Mbokani n'a pas ajusté sa frappe. En plus de ça, il y a eu les schémas tactiques mis en place par Florent Ibenge. Oui, par Florent Ibenge, mais surtout par l'entraîneur ghanéen. Il a pratiquement empêché à nos deux ailiers de jouer. Mobile était presque inaperçu. Kabananga, qui cherchait toujours des couloirs de profondeur, comme Mbokani était aux avant-postes, il était en fixation. C'était difficile que Kabananga trouve des profondeurs, comme il a marqué face au Sénégal, comme il a marqué face à la Côte d'Ivoire, le deuxième but. Regardez la position de Kabananga. C'est toujours épique vers le centre et les portiers. Oui, mais là, ce n'était pas possible parce que Mbokani était en fixation. Alors, l'équation devenait difficile. Et moi, je me dis, quand l'entraîneur a constaté, par exemple, que Mobele était réellement ceinturé, il pouvait peut-être le remplacer par Botaka. Il y avait des solutions. Hein? Mais le malheur pour nous, c'est qu'on a eu beaucoup de blessés. Il n'y a pas eu de solutions de réchange. Quand on fait monter Moulumba, les gens peut-être ne savent pas. Les gens pensent qu'on a laissé Moulumbu qui était apte, Moulumbu n'était pas à 100%, et c'était le meilleur choix de faire commencer le match par Moulumba. Et il faut connaître la configuration tactique de Ibenge. Ibenge joue toujours avec 2 milieux défensifs. Oui, au minimum. D'ailleurs, parce qu'il y en a des matchs où il nous en a présenté 3. Ouais, 3. Bon, alors, en ce moment-là, si c'est ça son chemin, c'était difficile de les changer. Et la conséquence, c'est que, par moment, quand on perd le ballon au milieu de terrain, ça arrivait vite à la défense. Et regardez cette paire Bopé-Tisserand. C'est quand même une paire qu'on a expérimentée seulement pendant la préparation. Le match qu'on a joué en amical contre le Cameroun, à Limbe, c'était cette paire-là.
Mais c'est une paire qui n'a pas pris la mayonnaise. Mais c'est là que j'allais d'ailleurs... Ouais, c'est une paire qui n'a pas pris la mayonnaise. Tu ne trouves pas que les Léopards ont joué aussi de la malchance dans cette compétition? Ce n'est pas possible de commencer avec une équipe et finalement de finir avec 3 joueurs en infirmerie après 4 matchs. Ouais, mais c'était ça. Mais moi je pense que apparemment les staffs techniques étaient au courant que Magoma avait des pépins physiques, mais bon, on a dit que c'était un joueur important, on pouvait toujours le récupérer. Magoma, Ikoko, Zakwani. Ikoko, Zakwani est venu aussi avec une blessure, il était presque sur une jambe. Mais au niveau de notre staff médical, on a constaté que ces joueurs pouvaient être récupérables. Malheureusement, ils n'ont pas été. Parce qu'il suffisait d'un contact, les joueurs ressentent la douleur et il est out. Et la conséquence, c'est qu'on a joué dans des compartiments diminués. Est-ce qu'il y a là, il n'y a pas eu alors une responsabilité de la partie médicale? Il n'y a pas eu de mauvaise appréciation, parce qu'apparemment, c'est ce que l'on constate. Ça peut être la volonté de l'entraîneur, ça peut être la volonté des joueurs, parce que... peut bien vouloir. Oui. Mais si je suis médecin, j'estime que ce joueur n'a plus sa place, parce qu'il est blessé, il faut que tu le remplaces. Je ne vois pas comment l'entraîneur allait... Mais vous savez que les joueurs sont spécialistes en triche. Ils viennent avec des blessures, ils les cachent. Ils ne veulent pas les dire. Parce que quand ils les disent, on va les débarquer. Alors qu'est-ce qu'il faut? On fait semblant. Même si on ressent la douleur, on court pour montrer au staff médical qu'on va bien. Alors qu'en réalité, on ne va pas bien. Et dès lors qu'on vous retire, on envoie déjà la liste de 23, mais c'est plus possible. À ce moment-là, les remplacements deviennent difficiles. Regardez, quand on a envoyé la dernière liste, quand il devait éliminer Kage, oui. Après la date officielle d'envoi, c'est aussi autorisé, c'est réglementaire. Oui. Mais vous savez ce qui s'est passé? La liste officielle de la CAF, Kabananga n'était pas là, c'était Kage. Même quand il a marqué le but contre le premier match contre le Maroc, on écrivait Kage. C'est après qu'on a corrigé. Oui. Donc c'est ça le problème. On est arrivé avec beaucoup de blessés. Le cas de Magoma qui n'a pas commencé le match contre le Maroc. Il nous fait que 70 minutes. 70 minutes. Et on remplace directement Bopé dans l'axe. Et la paire Bopé-Tisserand n'a pas été tellement complémentaire. Quand vous regardez le but de Jordan Ayou, Mouloumba perd le ballon. Wakaso, il fait une très bonne passe. Il regarde la position de Bopé. Il met vraiment en profondeur. Bopé arrive, mais il est court sur son tacle. Mais ce qui m'étonne, parce que quand Bopé a essayé un peu de déranger Jordan Ayou, en réalité, Tisserand devait récupérer le ballon. Mais le problème, c'est que Tisserand venait de loin. Il n'était pas dans son positionnement naturel. Mais oui, parce que l'équipe était en train de monter, il perd le ballon. Tout le monde était en train de monter, on perd le ballon, l'action était rapide. Mais Tisserand, au moins, bon, je ne sais pas, il s'est retourné, il lui a donné le dos. Comme Bopé l'a taclé, moi je me disais peut-être que Tisserand, s'il regardait le ballon, il allait peut-être les récupérer. Malheureusement, il a tourné le dos. Il a donné l'occasion à Jordan Ayou d'ajuster sa frappe. Voilà, avec Esaïe, avant de parler du Cameroun et de l'Égypte dans ces quarts de finale, on va retourner plutôt de côté d'Esaïe pour regarder les résumés des quarts de finale et puis on revient pour parler de l'Égypte et du Cameroun. Voilà Jean-Ric, on revient sur ce plateau. On vient de voir comment le Cameroun s'est qualifié au détournement du Sénégal dans un match à 100 à l'air. C'était un très bon match. Pendant 60 minutes, le Sénégal a dominé. L'autre partie, c'était le Cameroun. Un très bon match, mais qui au finish a éliminé cette très belle formation sénégalaise. Ouais, mais regardez quand même l'image, c'est curieux quand même. Vincent Boubacar, c'est lui qui donne la victoire. Il tire les derniers pénaltys, mais l'entraîneur et les autres joueurs, les membres du staff technique courent pour suivre les portiers Ondoa. Oui, c'est tout dire quand même. En fait, oui, parce que là, ils ont apprécié plutôt le parade qu'il nous a sorti en enlevant pratiquement 2 pénaltys. Et ils pensent que c'était le plus difficile. Oui, mais je crois que ces jeunes portiers-là méritent quand même des félicitations. Il ne joue pas, il est dans l'équipe B de Séville, il ne joue même pas, il n'est pas titulaire. Mais il arrive à la CAN, mais c'est sa deuxième CAN. Ce n'est pas sa première CAN, c'est sa deuxième CAN. La première CAN, il n'était pas titulaire, mais cette fois-ci, Gogos lui a donné toutes les chances. Et regarde ce qu'il est en train de faire. Vous imaginez... Il a quand même laissé Kameni. Hein? Oui, il a laissé Kameni. Et puis, regardez le match que les garçons vous sortent. D'abord, contre les Gabon, la toute dernière action du match, on est au temps additionnel, il est par terre, mais il sort un ballon extraordinaire. Il est au sol, mais il enraye
un ballon qui allait tout droit vers les filets. Je crois que c'est un grand gardien. Il a prouvé face au Sénégal plusieurs fois avec Sadio Mané. Alors ça explique pourquoi El Hadari, qui n'a encaissé qu'un but en 4 matchs, soit le deuxième gardien dans l'équipe type de quart de finale. Oui, mais c'est normal parce que l'Égypte a une très bonne défense. Une défense constituée, la majeure partie par les joueurs de Al-Ali. Oui. Donc c'est normal. Mais par contre, Ondoa se retrouve dans une défense qui se trouve à tout moment. Et c'est lui qui est le dernier rempart et c'est lui qui sauve l'équipe. Et il est tellement sollicité dans tous les matchs que c'est lui qui fait le match et non pas sa défense. Ah, comme il a fait quand même des grandes actions, il a enrayé beaucoup de dangers, ses réflexions ont répondu, il était présent. On sent qu'il est athlétique et c'est un jeune en devenir, c'est l'espoir du football camerounais de demain. Normal que la CAF puisse lui reconnaître ça. Mais bizarre, un Cameroun en doute, c'est ce Cameroun-là qui passe en quart de finale, qui élimine l'un des favoris du tournoi. Ben, mais c'est normal, parce que regardez, Hugo Ross lui-même a eu des problèmes. Le fait d'avoir mis à l'écart beaucoup de cadres, c'était déjà, il y a eu trop de contestations. Au Cameroun, même juste après notre match, ils nous ont gagné, mais avant que l'équipe ne s'envole pour les Gabon, il y a eu trop de contestations dans la presse camerounaise. Même la population ne croyait pas. Même l'objectif... D'ailleurs, même le choix de l'entraîneur a été très contesté par tout le Camerounais. Trop contesté. Même lui-même, l'objectif de l'entraîneur, c'était d'amener l'équipe en quart de finale. Vous avez suivi l'interview d'Ondoa hier. Donc, l'objectif du Cameroun, c'était les quarts de finale. Mais ils ont commencé à avoir l'envie. Ils arrivent en quart de finale, ils disent, mais on peut aller en demi. Et le mur, c'est le Sénégal. Un mur infranchissable. Mais ils sont parvenus à franchir ces murs, à dompter le Sénégal. Ils pensent y arriver en quart de finale. Bon, maintenant, c'est les Ghana. Les Ghana aussi, c'est un grand cadeau du football africain. Et voilà, aujourd'hui, ils sont en finale. Je crois à toutes les félicitations reviennent à ces gardiens-là. Voilà, maintenant, on va prendre un autre match des quarts de finale qui a été aussi une surprise de voir le Burkina Faso sortir d'abord les pays organisateurs et passer avec les Cameroun, c'était déjà un exploit. Mais comment ce Burkina est passé? Oui, mais le Burkina aussi, c'est le même problème. Quand vous regardez cette équipe, il y a deux bons joueurs. Bertrand Traoré et Nakoulma. Nakoulma était signé pratiquement à Nantes. Ouais, Nakoulma était un remplaçant. Et il avait envie de jouer, il voulait jouer. C'est à tout moment qu'il s'est chamaillé avec son entraîneur parce qu'il pensait qu'il avait les talents nécessaires pour prouver que l'équipe du Burkina allait très loin dans cette compétition. Et l'entraîneur le mettait de côté. Alors, la première fois qu'on le titularise, il marque le but. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va s'asseoir sur le banc. Ah oui. Ah oui. Il va s'asseoir sur le banc pour dire, c'était un message à l'entraîneur pour dire que ma place n'était pas ici. Ma place était sur le terrain. Il était quand même remplacé par un Pitropa. Peut-être que la blessure de Pitropa l'a donné toutes ses chances. Ouais, le malheur de Pitropa. Le bonheur le malheur de Pitropa a fait le bonheur de Nakoulma. Oui. Et aujourd'hui, Nakoulma devient le titulaire incontestable. Même si Pitropa revenait dans cette équipe, mais au moins Nakoulma, regardez tous les matchs que ce garçon-là a fait. Il est extraordinaire. Tous les ballons, les premiers face à la Tunisie, l'action qui a mené au coup franc, les premiers buts là de Bertrand, d'Aristide Bansé, c'est lui, c'est Nakoulma. Oui. Et le deuxième but, c'est lui. Matlouti n'a pas vu, il est sorti, mais regardez sa vitesse, sa puissance athlétique. Sa finesse dans les derniers gestes. Et regardez, il se frotte un peu à Matlouti, mais il passe. Il a essayé de le séduire, mais il passe tellement qu'il est vite. Il est passé, il est parvenu à ajuster son tir. Parce que c'est un Burkina qu'on n'a pas tellement cru. L'entraîneur a essayé de battre cette formation autour de deux joueurs, Zongo et Pitropa. Les deux se sont retrouvés blessés. Et finalement, il amène une équipe homogène de joueurs moyens par Alain Traoré et son frère Bertrand qui ont essayé, mais qui malheureusement ne trouvaient pas. Comment ça s'explique que ce Burkina aussi passe et qu'il élimine les pays organisateurs? Mais il y a 5 ans, le Burkina a joué la finale. Oui, en 2013. Ah oui, mais c'est-à-dire, ils sont restés dans la même marche de progression. Il faut dire que le Burkina, quand même, c'est une des équipes qui a du grand renfort en Europe. Beaucoup de Burkinabés jouent en France, en première division. Par contre, pour nous, beaucoup de nos joueurs ne jouent pas en première division. Mais au moins les Burkinabés, la plupart jouent en première division en France.
c'est aussi ça. Il y a une certaine homogénéité depuis toujours. Ces garçons, puis trois pas, les Alain Traoré, ils jouent ensemble. C'est depuis toujours, ça fait pratiquement 7 ans. C'est vrai qu'il y a des jeunes qu'on intègre dans l'effectif. Aristide Bansé a été toujours là. Il y a des jeunes qu'on intègre dans l'effectif, mais qui apprennent rapidement. Et vous avez vu, c'est une équipe homogène, une équipe cohérente, qui a un esprit aujourd'hui. Hein? Avec Paolo Duarte, il est parvenu à mettre un esprit dans cette équipe. C'est un quart de finale compliqué parce que toutes les équipes qui sont passées sans défaite aux éliminatoires, out en quart de finale. Les derniers, c'est la Tunisie. Comment une Tunisie aussi bien organisée, avec autant d'infrastructures et de préparation, peut se faire piéger par un Burkina Faso? Non, mais la Tunisie, c'est le football total. Hein. Et ils ne reculent pas, ils possèdent les ballons, cette finesse technique. Mais devant la Tunisie, il y avait cette bonne équipe du Burkina. Moi, je les pressentais déjà. Moi, je me disais même que si on rencontrait les Burkina ou les Mali, on aurait des problèmes. Parce que ils sont très techniques. Ils jouent le football à 100%. Et ils ont de très bons joueurs sur le côté. Et c'est ça la force de cette équipe du Burkina. La première mi-temps, c'était presque à armes égales. Et la deuxième mi-temps, c'est des erreurs défensives qui ont payé. Et le deuxième but du Burkina, c'est parce que les Tunisiens voulaient à tout prix revenir au score. Ils sont tous partis sur le corner pour peut-être chercher à marquer le but. Et en contre, ils ont encaissé. Parce que même la défense, toute la défense est montée. Quand vous regardez l'action du but, toute la défense est montée. Il n'y a que regarder. Et le gardien était obligé de quitter son camp, de quitter sa cage, sa surface, pour aller, malheureusement, il n'a pas pu enlever le ballon. D'ailleurs, sur nos plateaux, on a estimé qu'ils étaient en train de chercher le tout pour le tout. Oui, mais c'est normal. Mais c'est comme Ibengue qui a fait rentrer trois attaquants de pointe en dernière minute. Bon, en ce moment-là, je crois que c'est aussi, soit vous cherchez à revenir au score, ou soit vous encaissez. Donc là, vous prenez le maximum de dangers. Oui, mais c'est des risques qui payent, par exemple, dans d'autres matchs. Oui, dans d'autres matchs, ça paye. On a vu des matchs où des gardiens, des buts sont partis égalisés. Oui. Corner, coup franc, des choses comme ça. Mais là, ça n'a pas payé parce que, en contre, toute la défense est partie, tous les joueurs sont restés là-bas et ils ont encaissé le deuxième but. Là, c'était synonyme d'élimination. La même chose qu'on a vu, les matchs d'hier entre les Ghana et le Cameroun. Tout le monde va à l'abordage et il y a un contre, on vous marque. Bon, c'est des risques qu'il faut prendre, mais au même moment, quand vous sentez que vous n'avez plus rien à perdre, donc là, vous n'avez plus rien à perdre, il reste 2 minutes, il reste 3 minutes, bon, vous dites, bon, on met toutes les forces dans la bataille, si on encaisse, mais si on peut parvenir à revenir au score, tant mieux. Mais on ne peut pas passer en demi-finale sans qu'on parle de cet alléchant Égypte-Maroc. Un très bon match, très équilibré, mais enfin, Hervé Renard, out. Ouais, mais vous avez vu, c'est haché, hein? Oui. Ouais, mais les Égyptiens, c'est comme les Ghanéens, ils vous endormissent, ils sont bons défensivement, ils ne jouent pas le football et par moment d'inadvertance, d'inattention, ils marquent. Avec Mohamed Salah aussi précis. Ouais, mais là c'est vrai, c'est lui le métronome de cette équipe. La majeure partie des actions. Autrefois, c'était les Aboutreka. Ouais, Aboutreka. C'est Mohamed Salah. Ouais, Mohamed Salah, il imprime les jeux dans cette équipe. C'est lui qui apporte la fluidité dans les jeux. Mais aussi, regardez, il est très précis dans ses frappes. C'est parmi les joueurs qu'on a vus dans cette CAN qui étaient précis. La plupart de ses actions. Et regardez même l'action du but. L'action du but, avant qu'on arrive à ce corner là qui a pratiquement, où on a connu un flottement dans la défense jusqu'à ce que les gars arrivent à marquer, c'était encore son action, c'était lui qui était au départ de cette action là. Donc je crois que l'Égypte est restée dans sa configuration. Parfois ils vous endormissent, ils vous empêchent de jouer. Et au même moment, vous sentez comme si... pas par 2 buts d'écart, oui, ça n'encaisse pas non plus. Depuis qu'ils ont commencé, c'est un but à 0 contre l'Ouganda, la même chose. Ouais. C'est le même score, oui. Le nul. Oui, mais c'est ça. Pour aller se qualifier au tir au but. Ils sont défensifs. D'abord, ils préservent la cage, ils préservent la maison, et puis ils cherchent des stockades. Donc, par moment, ils sentent que vous êtes distrait, ils vous marquent, et quand ils vous marquent, ils ferment la maison, c'est fini, vous êtes out. Finalement, on aurait dû peut-être vouloir aussi que les RDC fassent la même chose. Bon, d'abord,
On va repartir du côté de la régie avec Isaïe pour suivre les résumés de cet Égypte-Maroc qui était très intéressant à suivre, surtout les pièges que les Égyptiens ont mis face aux Marocains. Ouais, mais vous savez que le Maroc a perdu beaucoup de ses joueurs avant la compétition, oui. Mais quand même Hervé Renard a montré qu'il était un entraîneur valeureux. Déjà, voir ce que le Maroc a produit lors de cette compétition, c'est extraordinaire. Nous les avons battus, mais les Marocains, quand même, nous ont dominés. Oui. Il faut reconnaître ça. Et tous les matchs que les Marocains ont joué... Ils encaissent pratiquement de la même façon que contre nous, là. Ouais, mais... C'est pratiquement un but similaire à celui de... Ouais, des erreurs défensives oui. Comme ça. Parce que, regardez, il y a toujours un pied d'un défenseur marocain qui est en retard sur le ballon. Oui. Contre Cabananga aussi, c'était la même chose. Un pied qui arrive en retard, on lui chip et puis c'est le but. Et contre l'Égypte aussi, la même chose. Et regardez le but, quand vous encaissez un but à 3 minutes de la fin, ça devient compliqué. Et face à une défense égyptienne qui est solide, efficace en place, qui ne commet pas de bourdes comme la nôtre. Et ils sont disciplinés. Hein, ils se replacent rapidement en perte de balle. Et voilà, la conséquence, c'est que les Maroc pouvaient dominer. La même chose aussi pour le Maroc. Si les Maroc marquaient les buts, c'était difficile aux Égyptiens de revenir. Parce qu'ils ont aussi une défense expérimentée. Ah ouais, donc là, on a pratiquement résumé ces quarts de finale où on a senti que les équipes dominées dans le jeu trouvaient l'astuce pour mettre les buts du carreau ou soit marquer pour gagner. Ce fut le cas contre la RDC, comme le Maroc, la même chose. Le Burkina a surpris la Tunisie de la même façon. Et finalement, maintenant, on va passer en demi-finale. On va passer en demi-finale parce que là, c'est le Cameroun qui jouait le Ghana. Le tombeur de la RDC rencontrait le Cameroun. Et puis après, on va voir l'Égypte-Burkina Faso. 2 matchs intéressants parce que déjà le Burkina venant d'éliminer la Tunisie, restait dans le Maghreb. S'il réussissait l'espoir d'éliminer l'Égypte, il serait alors le tombeur du Maghreb. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On commence d'abord par cet alléchant match de foot intéressant entre l'Égypte et le Burkina Faso. Une belle formation burkinabèse face à l'expérience de l'Égypte. Ouais, mais c'est vrai que les Burkinabés ont dominé les matchs. Moi, je peux dire aussi, ils se sont procurés là beaucoup d'occasions. Malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser. Et la conséquence, c'est que l'Égypte, c'était l'Égypte qui a marqué le premier. Et ils ont cherché les dernières ressources pour revenir au score. Malheureusement, ce que moi, je n'ai pas compris lors des tirs au but, et alors que l'Égypte avait déjà manqué un tir au but, les gardiens, les jeunes gardiens d'Asec Mimosa... On y va le 4e pénalty. Mais oui, mais je n'ai pas compris pourquoi l'entraîneur a fait ça. Est-ce que c'est au niveau? Parce que les tirs au but se préparent aux entraînements. Oui. Est-ce que c'est lors des entraînements que ça a été convenu comme ça? Mais sinon, moi, je ne pouvais pas comprendre, je ne pouvais pas prendre les risques de donner d'aligner les gardiens comme 4e tireur. Dès lors que vous menez, c'était un choix hasardeux pour moi. Parce que d'abord les gardiens, ce sont les derniers tireurs, la plupart des fois. Oui. Donc, c'est-à-dire qu'il a enlevé un ou deux tirs, oui. Il est en confiance, et on lui donne les derniers ballons. On a vu avec Kidiaba, oui. Lors de la dernière. On donne difficilement le pénalty. C'est-à-dire que le gardien en confiance, il a enlevé un ou deux tirs, et il a la balle du match, et là, il prend ses responsabilités. Mais là, ce n'était pas les derniers tirs, et ce n'était même pas opportun. Moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire ce jeune homme? Et la conséquence, c'est que El Hadari a bien suivi son mouvement et il a sorti le ballon. C'est pratiquement entre père et fils, un portier de 23 ans face à celui de 44 ans. Ouais. Alors là, on avait pu finalement faire un enfant face à son père. Mais on rentre d'abord dans les jeux. L'Égypte qui n'encaissait jamais, c'est enfin Aristide Bansé qui arrive à perforer la cage de l'immortel El Hadari. Mais depuis qu'il a marqué contre la Tunisie, parce que c'était un remplaçant de luxe, oui. Mais depuis qu'il a marqué contre la Tunisie, l'entraîneur a senti que c'était un élément important dans son dispositif et qu'il pouvait le mettre aux avant-postes pour essayer un peu de déséquilibrer la défense de l'Égypte. Et c'est ce qui a été fait. Même s'il a été échelé par moment parce que les Égyptiens sont expérimentés, oui. Ils savent se replacer rapidement en perte de balles, et puis il joue en bloc. Il a énormément gêné. Oui, il a énormément gêné par sa masse, par sa puissance athlétique, mais regarde, il est parvenu quand même à marquer. C'était difficile, mais c'est sur des petits détails. Parce que El Hadari, quand même, avec toute son expérience, il prend un ballon en toute en finesse, comme jamais on pouvait s'attendre de lui. Hein. On sait qu'il est bagarreur, il est capable de frapper de loin, mais de marquer de manière aussi intelligente comme il nous a fait contre l'Égypte, c'était inattendu. Ouais, mais
C'est vrai aussi. Déjà, quand vous êtes mené par une belle formation égyptienne. Oui, oui, mais c'est aussi ça, les grands gardiens. Il y a une sorte de suffisance. Et c'est ça le mal. Quand vous sentez El Hadari aujourd'hui en confiance, parce qu'il n'était que le troisième gardien, c'était le troisième choix. Mais arrivé à la CAN, on dit que c'est un sorcier. Arrivé à la CAN, les deux autres gardiens se blessent. Et la conséquence, c'est que lui, qui devait le titulaire, et il a fait des matchs extraordinaires, le staff technique a pris la décision de l'aligner dans tous les matchs. Donc jusqu'à la finale, c'est lui. Et aujourd'hui, regardez, le match contre l'Égypte, c'est lui qui est l'homme du match. Et en Égypte, aujourd'hui, on ne joue que par lui. Vous avez vu les images, l'euphorie qu'il y a eu au Caire. Et tout le monde, il y avait des portraits de El Hadari. Donc, le vieux Bruscar qui est en train d'amener son équipe en finale. Et attention, s'il remporte aujourd'hui le trophée, il risque d'être élevé à un rang. Oui, parce que ça va faire quand même 4 Coupes d'Afrique d'affilée. Parce que oui, et l'Égypte, depuis 2004, invaincue en Coupe d'Afrique des Nations. Comment ça peut s'expliquer? Mais c'est ça aussi. Alors qu'on arrive à les éliminer en phase de poule. C'est ça le contraste. Vous avez une équipe d'Égypte qui était absente pendant 3 saisons, par exemple. 3 saisons. 2004, et aujourd'hui, elle revient directement en finale. C'est extraordinaire. Pourtant, c'est vraiment une équipe en reconstitution. Il n'y a pas assez de talents qui émergent en dehors de Mohamed Salah. Mais les autres, ce sont des joueurs locaux qui évoluent dans les championnats locaux. Un championnat qui a eu beaucoup de problèmes. Et l'Égypte, depuis qu'il y a eu les printemps arabes, le football égyptien a été pratiquement enterré. Absent, oui. Oui, c'est le passage d'une génération, alors. Oui, passage d'une génération, le problème politique, et la conséquence c'est que... le printemps arabe, tout ça. Oui, que ce soit El Ahly, il y a que Zamalek qui est revenu à la dernière Ligue des Champions, mais les autres équipes étaient éliminées avant, même El Ahly, la même chose. Mais aujourd'hui, quand même, c'est surprenant. Ça montre quand même qu'ils ont des structures, il y a une certaine organisation au niveau de ces pays, même s'ils sont traversés par des problèmes politiques, mais ils arrivent quand même à s'en sortir. C'est inexpliqué qu'une équipe qui était absente pendant 3 saisons et arrive directement en finale. Le Cameroun-Ghana, ce match que les Congolais, après avoir vu le Cameroun l'emporter, se sont réjouis. Ouais, une sorte de revanche pour les Congolais, mais... les Ghanéens, avec leur système endormissant, comme contre la RDC, oui. En réalité, ce sont des problèmes physiques. Ils ont des problèmes physiques. Il y a eu beaucoup de blessés qui sont revenus à la CAN. Il y a beaucoup de joueurs, c'est vrai, professionnels, mais qui n'ont pas de temps de jeu dans leur club. Oui. Alors, pour gommer ces problèmes physiques, qu'est-ce qu'ils font? La première mi-temps, ils se préservent. Et la deuxième mi-temps, on constate qu'il y a une certaine débauche d'énergie. Donc, ils font ce qu'on appelle généralement le dosage des efforts. Dosage des efforts en première période, et en deuxième période, ils se relâchent. Oui. Et la même chose qu'ils ont fait contre les Camerounais, ils ont commencé à accélérer. Heureusement que les Camerounais, la défense camerounaise était en place, surtout avec le dernier rempart Ondoa. Ils étaient en place, ils ont arrêté tous les dangers, et quand ils sont parvenus à stabiliser les matchs, c'est là qu'ils ont pris les Ghanéens en étau. Et quand le Ghana a voulu réagir, c'est un deuxième but plutôt qu'une égalisation. Mais c'est ça, ce qu'on a dit. Quand vous êtes mené et vous constatez que vous êtes maintenant aux ultimes minutes du match, qu'est-ce que vous faites? Vous lancez toutes les forces dans la bataille. Vous n'avez plus rien à perdre. Dans ce moment-là, vous cherchez à tout prix à égaliser. Et la conséquence, c'est que quand on vous prend en compte, c'est un but. Et c'est ce qui s'est passé hier. Voilà, donc le Cameroun, Ghana... 2-0 en faveur du Cameroun. Égypte, Burkina Faso, on a vu c'était les tirs au but. Mais pourquoi une telle finale dans une compétition où le Sénégal, l'Algérie, Tunisie, Maroc, tous ces prétendus au titre, l'Algérie, même la RDC, tous ces favoris tombent finalement pour les expérimenter de la compétition. Ça fait à eux seuls 10 titres sur les 30 disputés. Bon. Il faut dire aussi que c'est vrai que le Cameroun et l'Égypte ont passé des moments difficiles. Ils ont été absents, oui. Mais ça reste des grands noms du football. C'est des blessés finalement qui arrivent dans la compétition, oui. Mais qui vont jouer la finale. Personne ne pouvait parier que l'Égypte arriverait en finale. Personne non plus ne pouvait parier aujourd'hui que le Cameroun. C'est vrai que le Cameroun c'est un grand nom. Même au niveau du staff technique, oui. Eux-mêmes ils disaient, bon, le premier objectif, c'est les quarts de finale. Parce que c'était une équipe en reconstitution. Ce sont des jeunes qui arrivent dans l'équipe. Regardez, Nicolas Nkoulou, il a joué 2 matchs. Le premier match, il est rentré. Le deuxième match, on l'a titularisé. Mais juste après, on l'a mis de côté. Oui. Aboubakar, il est remplaçant. Clinton J était sur le banc. Oui. Donc, les valeurs sûres
sûres, sur papier bien sûr, les valeurs sûres du Cameroun se retrouvent sur le banc et les jeunes mis en place par Hugo Brousse produisent le bon résultat. Ouais, comme Bassogog aujourd'hui, c'est normal qu'il les fasse. Clinton J, regarde ce qu'il produit. Comme match, il perfore toutes les défenses. Il est incisif et il est intelligent. Les buts qu'il marque contre les Ghana, c'est un but intelligent. Même c'est la passe d'Aboubakar, Aboubakar qui comprend directement qu'il y a les défenseurs camerounais en retard, mais ils sont dans leur camp, ils lancent le long ballon et les petits, ils courent pratiquement 40 mètres. Il arrive, il fait le bon geste au bon moment. Il regarde les pieds de Razak. Oui. Là, il soulève le pied droit et il met le ballon. Et c'est difficile, c'était imparable. Alors là, ça devient... Le Spiderman, son Spiderman ne lui a pas permis. Le Spiderman envolé. Oui. Il s'est envolé sous la frappe de Bakambu, mais là, c'était impossible. Mais alors là, c'est vrai qu'il y avait aussi Spiderman. On va revenir avec ces images d'ailleurs dans notre émission de ce lundi, le foot du foot. On va parler des gris-gris utilisés par les Ghanéens. La poudre et le Spiderman. Oui, c'est gris-gris finalement, c'est avec beaucoup de regrets. Tu sais comment les supporters camerounais chantaient? Les Ghanais dans la sauce. Les Ghanais dans la sauce. Maintenant, ils ont une grosse marmite là. On montre que les Ghanais dans la... Ils ont venu avec les spiderman et la poudre, mais ils étaient dans la sauce. Ah d'accord. Donc finalement, c'est Cameroun qui mange. Le Ghana va devoir refaire une finale qu'il a déjà produite. En une minute, on va vraiment chuter sur ça. L'Égypte va faire le remake de 2008 avec les Cameroun. Ils ont déjà battu le Cameroun 1-0 dans une finale. Bon, je crois que ça sera un match difficile, mais je pense bien que les Camerounais aujourd'hui ont tous les arguments. En dehors de Mohamed Salah côté Égypte, je crois que les Camerounais ont beaucoup de talent. Maintenant, il faut gérer le match parce que les Égyptiens sont très malins. Qui peut faire tomber El Hadari comme Bansé? Ouais, mais il y a beaucoup de joueurs. Il y a Boubacar qui peut rentrer. Il y a Moukanjo qui est un bon tireur. Il y a aussi Bassogog est présent. C'est peut-être les Kiganje qui n'ont pas carburé dans ces tournois. Oui, et puis on constate même que les défenseurs camerounais, ils sont bons aussi en attaque. Le premier but du Cameroun, c'est un défenseur. Il y a une certaine complémentarité dans cette équipe qui fait que pour moi, le Cameroun peut bien gagner les matchs si ils sont lucides et ils savent gérer les matchs. Parce que le problème aussi, c'est le tempo. Si vous maintenez le même tempo dans les deux mi-temps, vous avez la chance de gagner les matchs. Les Égyptiens sont malins, ils peuvent se replier dans leur camp et aller en contre. Et c'est souvent leur contre qui désarçonne les défenses adverses. Autant ce fut le cas en 2008, on n'espère pas que ce soit le cas pour le Cameroun dans cette pays d'Afrique centrale. Le souhait peut-être ce serait de voir le Cameroun soulever le trophée, mais rester prudent dans les matchs. Avec Esaïe Kitoubou, on va mettre fin à ces magazines, puisqu'on va se retrouver ici, d'abord le dimanche pour la finale. C'est une finale qu'on va devoir vous présenter sur les médias du groupe L'Avenir, d'ailleurs ensemble avec Jean-Ric, Jadot, Mwanda, Ben Goï, Anakel, toute l'équipe de Desk Sport avec Esaïe Kitoubou. On se retrouve plutôt dimanche pour la finale. Au revoir et merci d'avoir suivi ces magazines.